Bonjour à tous. Comme d'habitude, cette vidéo fait suite à l'enquête sur la soumission à l'autorité, là, qui a été publiée il y a quelques jours. Et on va revenir aujourd'hui, en fait, sur le constat et sur l'épisode assez sombre que nous avons vécu il y a très peu de temps. Euh, un épisode où le narratif officiel nous disait que nous étions des mauvais citoyens si nous refusions de nous faire injecter une certaine substance. Et cet épisode, en fait, a divisé les Français au moyen d'un pass entre les citoyens à part entière, donc ceux qui avaient obéi à l'injonction, et les citoyens de seconde zone, les désobéissants, donc qui avaient refusé d'obéir au gouvernement. Et les citoyens donc qui avaient obéi nous ont été présentés par les médias comme de bons citoyens, quasi des héros. Tandis que les autres, évidemment, ceux qui avaient désobéi, c'était les mauvais citoyens, les méchants. Et certains, quand même, sur le petit écran, ont été jusqu'à les qualifier, des journalistes ou des médecins de plateau, hein, ont été jusqu'à les qualifier de criminels, carrément. Et donc criminels qui, en tant que tels, bah, s'ils avaient besoin de soins, bah non, ils n'y avaient pas droit et ils méritaient vraiment qu'on les laisse crever la bouche ouverte. C'était bien fait pour eux, quoi. Ça a été quand même assez loin dans le dénigrement, hein. C'était costaud quand même ce qu'on a entendu. Donc, on nous a quand même amplement rabattu les oreilles sur le fait que les désobéissants dans ce cas-là, ben, c'était des mauvais sujets, un danger pour la société, des irresponsables, des égoïstes, des inconscients, enfin, et autres joyeusetés, quoi. Alors, déjà, on peut voir que désobéir, c'est pas franchement confortable parce que, pour commencer, on s'en prend plein la gueule. Et puis, l'acte de désobéissance, il a quand même coûté très cher à certains. Certains en ont perdu leur boulot. Donc, désobéir, c'est pas quand même quelque chose qu'on fait comme ça pour passer le temps ou pour, j'allais dire, par caprice ou par simple esprit de contradiction. C'est une décision qui est mûrement réfléchie, que l'on prend en son âme et conscience quand justement les dictates euh, du gouvernement ben, sont en désaccord avec cette conscience et on n'est pas d'accord avec les institutions dans lesquelles d'ailleurs beaucoup de citoyens ne se reconnaissaient déjà plus, en fait. Alors quand même, on peut se poser la question, est-ce que ces gens qui ont écouté ce que disait leur boussole intérieure et qui ont aussi pesé la validité des informations à leur disposition, est-ce que ces gens sont vraiment la lie de la société? Alors c'est pas moi qui vais répondre à la question, je vais appeler à la barre quelque part des philosophes, des historiens, enfin des gens qui pensent, quoi, a priori. Et le premier, en fait, à s'interroger sur la légitimité de l'autorité, ben, ça a été Étienne de la Boétie, le Benjamin. C'est quand même assez ahurissant de constater que quand il a écrit donc son ouvrage, son petit texte là, de la servitude volontaire, il était étudiant à Orléans, il avait 18 ans. Comment à 18 ans on peut écrire un texte d'une telle fulgurance, c'est extraordinaire. D'ailleurs, le passage de la Boétie dans le ciel du 16e, il a été assez fulgurant aussi parce que malheureusement, il est décédé à 32 ans. Enfin, il aura eu le temps de nous laisser son petit chef-d'œuvre. Et alors pour lui, en fait, une des raisons pour laquelle on obéit, ça serait, je crois que son expression, c'est les hommes sont accoutumés à la suggestion. Donc pour lui, ça serait presque une question d'habitude, en fait, et un peu le résultat d'une paresse intellectuelle qui nous conduirait donc à accepter le prêt-à-penser. D'ailleurs, si je me souviens bien, cette piste était ressortie lors de l'enquête, que on était dans une époque où on avait tout cuit comme ça. Je me souviens qu'il y avait eu l'exemple des salades en sachet, on n'avait pas besoin de les laver. Et là, donc, on a la pensée en sachet aussi quelque part. Et après, donc ça, c'était Étienne de la Boétie. Après lui, il y en a eu beaucoup, évidemment. Un des premiers héritiers, ça a été Henry David Thoreau, un philosophe et naturaliste américain.
dans son ouvrage, lui, de la désobéissance civile. Et il met au centre de la question, en fait, pareil, ce conflit entre ce que nous dicte notre conscience et ce que nous dicte l'autorité gouvernementale. Et il s'interroge, là je vais citer aussi parce que c'est assez précis, il se pose la question, est-il juste de déléguer notre conscience morale à l'État, de lui laisser le soin de décider pour nous ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est bien et ce qui ne l'est pas? Et il écrit plus loin, je crois que nous devrions être des hommes d'abord et des sujets ensuite. Il n'est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien. En d'autres termes, en fait, pour lui, notre boussole intérieure a la primauté sur la loi. Et plus près de nous, ben, il y a l'essayiste français Frédéric Gros, qui a écrit pour moi la Bible des désobéissants du 21e dans son ouvrage intitulé tout simplement Désobéir. Et il écrit, je vais citer aussi mot pour mot parce que c'est assez précis, puis il n'y a rien à acheter. Il écrit donc, l'affirmation d'une primauté, d'une souveraineté de la conscience ouvre à une redéfinition des priorités. La priorité n'est pas l'obéissance aux lois ou la conformité aux règles, mais la préservation, la sauvegarde de ses propres principes. Chacun, pour autant qu'il existe vraiment, doit se laisser guider par sa conscience plutôt que d'obéir aveuglément aux lois en toute passivité. C'est assez clair quand même. Et il va encore plus loin quand il écrit la désobéissance, c'est un devoir d'intégrité spirituelle. Je répète parce que je trouve cette expression assez belle. La désobéissance, c'est un devoir d'intégrité spirituelle. Il poursuit, quand l'État prend des décisions iniques, quand il engage des politiques injustes, l'individu ne peut se contenter de grogner avant d'aller dormir. L'individu n'est pas simplement autorisé à désobéir, comme s'il s'agissait d'un droit dont il pourrait se saisir ou pas au nom de sa conscience. Non. Il a le devoir de désobéir pour demeurer fidèle à lui-même, pour ne pas instaurer entre lui et lui-même un malheureux divorce. En d'autres termes, pour ne pas tomber dans la dissonance cognitive, là, dans laquelle pas mal ont plongé quand même ces dernières années. Et avant lui, là, quelques décennies plus tôt, Martin Luther King avait résumé tout ça en une seule phrase. Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Là, on parle quand même d'intégrité spirituelle, de responsabilité morale. Ça change hein, du discours qu'on a entendu. Alors, des ouvrages qui ont défendu ce devoir de désobéissance, il y en a eu pas mal. Il y en a eu un autre d'Eric Fromm, qui était du 20e, lui. C'était un psychanalyste et philosophe d'origine allemande. Il a écrit un autre ouvrage, un essai de la désobéissance. Bon, ils n'ont pas eu beaucoup d'imagination quand même, tous ces auteurs, mais enfin au moins on sait de quoi on parle, quoi. Alors lui, il écrit carrément, l'homme de l'organisation a perdu la capacité de désobéir. Il n'est même pas conscient du fait qu'il désobéit, du fait qu'il obéit, pardon. Et il poursuit au point de l'histoire que nous avons atteint, notre capacité de douter, de critiquer et de désobéir est sans doute le seul moyen d'éviter la fin de la civilisation et d'assurer l'avenir de l'humanité. Là, ce qui me vient, c'est que ça me rappelle une phrase du professeur Luc Montagnier quand il disait que les non-vax étaient l'avenir de l'humanité. C'est assez proche quand même, hein? Alors tout ça, ça change par rapport quand même au discours qu'on a entendu ces dernières années. Là, on passe des désobéissants comme la Ligue de l'humanité à des obéissants comme un garant de l'avenir de l'humanité. Ça fait plaisir quand même. Et d'ailleurs, Fromm, là, il écrit, j'avais failli l'oublier, cette petite phrase, l'homme a continué d'évoluer grâce à des actes de désobéissance. Alors en fait, si les désobéissants n'étaient pas le problème, mais la solution, si les désobéissants n'étaient pas la raclure de la société, mais plutôt le moteur de la société, quelque chose qui tire la société vers le haut et
qui sauve l'honneur quelque part. Les désobéissances sauvent l'honneur à une époque où mais il est tellement plus facile d'obéir quand même, hein. Et tout ça, c'est que les désobéissances soient en fait non le problème mais la solution, c'est confirmé par Howard Zinn, qui fut un historien et politologue américain du XXe. Et lui, il écrit, le problème, ce n'est pas la désobéissance civile, c'est l'obéissance civile. Notre problème, ce sont les gens du monde entier qui obéissent aux diktats imposés par leur gouvernement. C'est assez clair, hein. Alors bon, cette liste d'auteurs qui ont défendu le devoir de désobéissance, cette liste est très loin d'être exhaustive. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est quand même juste une petite mise au point par rapport à tout ce qu'on a entendu ces dernières années, au portrait peu flatteur des désobéissants. Parce qu'apparemment, si l'on en croit là, tous ces gens qui se sont penchés sur la question, refuser d'accepter l'inacceptable pour soi et désobéir en son âme et conscience à des lois qui nous paraissent injustes ou à des injonctions qui sont en contradiction avec notre compas intérieur quelque part, ben, ça pourrait, ces gens qui ont eu le courage de faire ça, ben, ils pourraient peut-être contribuer à construire un monde un petit peu moins aberrant et par la suite ben, un avenir un petit peu plus brillant. Voilà. Et étant donné la situation actuelle, il serait peut-être urgent de commencer à réapprendre à désobéir. Je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, ben, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un commentaire si le cœur vous en dit. C'est une invitation, vous n'êtes pas obligé d'obéir, n'est-ce pas? Sur ce, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.